C'est un procès qui rencontre évidemment un fort écho médiatique. Depuis 10 jours maintenant, 4 hommes sont jugés devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris pour leur rôle dans l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty par un islamiste tchétchène le 16 octobre 2020. 4 hommes condamnés en première instance de 13 à 16 ans de réclusion criminelle en première instance. On est avec Mickaëlle Paty, l'une des sœurs de Samuel Paty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous accorder cet entretien dans cette journée importante particulière pour vous parce que vous avez été auditionné aujourd'hui à la barre, moment évidemment très attendu par tous ceux qui suivent ce procès de près, très attendu par la famille, par les proches évidemment de Samuel Paty, moment également marqué par l'émotion, la vôtre, au moment de vous avancer à la barre. D'abord, vous sortez là quasiment tout juste de la salle d'audience. Comment vous sentez-vous, Mickaëlle Paty ? Alors il y a une forme de soulagement d'avoir réussi à le tenir, ce texte. C'est un texte qui est quand même particulièrement long et il fallait que j'arrive à le dérouler sans embûche. Donc ça s'est bien passé. J'ai pu dire ce que je voulais dire et en même temps il y a une forme d'épuisement parce que ce texte, je le porte en moi depuis un certain temps. Il a fallu le travailler longtemps, réfléchir, se documenter au besoin pour réussir à le livrer. Moi, ce qui me soulage aussi de cette journée, c'est que quelque part dans notre famille, on s'est presque un petit peu réparti les tâches pour chacun, avec notre capacité à avancer une défense. Pour Samuel. Oui. Alors justement, s'il y a peut-être, on va revenir dans les détails évidemment, mais s'il y a d'abord une ou deux idées générales dans ce texte et dans justement ce que vous avez voulu dire dans cette salle d'audience aux juges et également à toutes les personnes qui étaient présentes, qu'est-ce que c'est ? Alors pour moi, les deux idées, la principale, c'était déjà de clarifier ce qu'était la chaîne du terrorisme et qu'elle se comporte de plusieurs maillons et que ceux qui sont jugés, notamment deux, donc Abdelhakim Sifrioui et Brahim Chlina, sont deux maillons indispensables pour que finalement ça conduise à un appel au meurtre et qu'il y ait meurtre à la fin. Donc ça c'était quelque chose qui était important pour moi de remettre en place. Et un autre pan, c'était d'appeler entre guillemets la justice à faire preuve d'une certaine cohérence dans leurs condamnations, qu'elles ne sont pas toujours à la hauteur des crimes exécutés et que les victimes, globalement, on n'a plus forcément envie d'être seulement un visage du pardon, en fait. On va revenir évidemment sur tous ces éléments. D'abord, vous étiez entendu aujourd'hui au même titre, vous l'avez dit, que les autres membres de la famille, que les autres proches également de Samuel Paty, notamment ses parents, son autre sœur également, Gaëlle. Moment important, est-ce que vous estimez que la famille, justement, tout au long de ce procès en appel, a été suffisamment entendue, comprise, justement ? Je pense qu'il faut juste rappeler quand même la justice, en tout cas, n'est pas pour être rendue aux victimes, mais que néanmoins, si elle considère qu'on a notre mot à dire en nous proposant de parler à la barre, c'est pas juste quelque chose qui doit rester en l'air, c'est quelque chose qui doit être véritablement entendu et c'est un petit peu, mon texte c'était un petit peu cet appel envers la justice. Alors ce procès en appel, et on le rappelle, se tient parce que justement 4 des personnes qui ont été condamnées en première instance ont fait appel. Ce sont elles qui ont décidé de faire appel de ces condamnations en première instance. Vous, j'imagine que vous auriez aimé vous passer d'un second procès. Oui, effectivement, c'est déjà le premier procès, ça a eu un coût très important pour tous les membres de la famille. C'est un procès qui a été le premier qui a été assez long, 7 semaines. On se retrouve finalement en appel à être avec plus que 4 accusés, contrairement à 8 en première instance. Mais on se retrouve avec encore un procès qui dure 5 semaines. Et ce qui est particulièrement douloureux pour la famille, donc, c'est de revivre exactement les mêmes défenses, les mêmes propos. Je vous avoue que cette année, on a quand même réussi à récupérer un autre avocat qui est encore plus virulent que les autres années et que ça rajoute à notre peine. En fait, il fait un procès dans un procès. Et ce procès que lui fait, c'est le procès de Samuel Paty, mon frère. Au long de cette audition que vous avez prononcée cet après-midi, vous avez insisté donc sur le rôle d'abord du prédicateur islamiste Abdelhakim Sifrioui et puis également de Brahim Chlina qui est l'un des parents d'élèves et qui donc avait diffusé ces messages sur les réseaux sociaux et des messages particulièrement virulents à l'égard de votre frère Samuel Paty. Quelle est leur responsabilité selon vous dans la mort de votre frère ? Écoutez,
les deux sont responsables au moins sur un fait, c'est qu'ils ont totalement transposé en fin de compte ce qui aurait dû être quelque part un problème pédagogique totalement sur un autre plan et appelé à ce que mon frère aurait pu discriminer des élèves. C'est d'ailleurs cette défense qui en reparle à l'heure actuelle depuis à peu près 10 jours depuis l'ouverture du procès. Et afin de toucher un public qu'il savait averti, qui serait effectivement choqué, qu'il aurait pu faire une offense au prophète. Donc c'est une cabale totalement organisée qu'ils ont menée. Et c'est en ce sens que vous disiez tout à l'heure à la barre que leur responsabilité est écrasante. Vous avez dit, et j'ai noté, leur rôle n'est pas anecdotique, il est central, il est délibéré et il est mortel. Oui. Parce que leurs agissements n'est pas du tout inconnu. Les deux sont nés donc dans un pays maghrébin. Pour Sifrioui, on peut même rajouter qu'il a tenu une librairie islamiste. Ils savent très bien que leur discours va toucher un univers qui est sensibilisé à ce genre de dialectique et que, en ce sens, le passage à l'acte était quelque chose de largement prévisible. Donc, je pense qu'ils ont agi en connaissance de cause. Vous estimez que le juge doit dire, comme il l'a dit en première instance, eh bien, ces hommes ont désigné Samuel Paty comme cible? Oui, c'est ce que j'attends. J'attends que ça soit réaffirmé. Le père justement donc de certains élèves, enfin d'une élève en particulier, Brahim Echnina, lui il a eh bien demandé pardon à la barre. Est-ce que vous croyez à la sincérité de ces mots? Non, parce que son pardon est arrivé après avoir simplement dit qu'il avait cru sa fille, qu'il avait cru le mensonge de sa fille. Alors, pour cela, il fallait être un petit peu présent, mais évidemment, c'était un procès à huis clos où la fille de Brahim Echnina, elle s'était défendue. Bah oui, mais c'est mon père qui a tout mené. Donc en fait, il se renvoie la balle pour, entre guillemets, parce que sa fille ne sera pas rejugée. Elle a été condamnée à 18 mois et elle l'a accepté, cette peine. Donc maintenant, se décharger sur un mensonge qu'il aurait cru, c'est un peu grotesque. Pendant tous les faits, ça sera réexposé. Il y a nombre de personnes qui lui ont expliqué que sa fille montait bien avant. Et en premier lieu, je tiens à le rappeler, la principale. Qu'avez-vous envie de dire aux accusés aujourd'hui? Moi, j'ai rien envie de leur dire. En fait, moi, j'ai rien à leur dire. Maintenant, c'est l'état de droit, ils ont le droit de faire appel, ils ont le droit de se défendre. Voilà. Je crois que j'ai absolument aucun mot à leur dire. Est-ce que ce procès en appel vous aide au moins à avancer dans ce deuil, dans cette colère également qu'on sent chez vous, ou bien c'est pas encore le moment, j'allais dire? La seule vertu que je peux trouver à ce procès en appel, c'est d'avoir réussi globalement à fédérer des gens qui étaient peut-être un peu éparpillés. Parce que c'est pas facile de vivre cet événement, on les vit tous de façon personnelle. Et je pense que oui, ça fait une sorte de consensus qu'il n'y avait pas avant. Alors, ce procès, vous l'avez un petit peu évoqué en début d'entretien, il a été entaché par une défense pour le moins hasardeuse de l'un des avocats des accusés, maître Francis Vuillemin, qui a posé la question de la prétendue discrimination d'élèves musulmans par votre frère Samuel et qui accuse même assez concrètement en réalité votre frère d'avoir discriminé certains élèves musulmans. D'abord, est-ce que vous avez été comme beaucoup, surprise lorsqu'il a utilisé ces arguments-là pour la première fois? Non, j'ai pas du tout été surprise. Le 15 décembre dernier, donc, il avait fait une conférence de presse avec ses confrères avocats qui défendent également M. Sifrioui, où il avait déjà annoncé à haute voix de quelle manière il allait assurer la défense de son client. Donc, écoutez, donc, aucune surprise à ce moment-là. Le plus dur, c'est qu'à l'heure actuelle, il essaye de se défendre, entre guillemets, que c'est pas lui qui fait le jeu des médias. Et pourtant, dès qu'il y a une suspension d'audience ou une fin de journée, c'est lui qui se jette à corps perdu aux médias pour s'épandre, pour se plaindre, pour se victimiser. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, selon vous, cet avocat? Pour moi, c'est assez clair et tout le monde est un petit peu stoïque parce qu'on a bien compris que cela ne servirait pas son client. Donc, pour moi, je pense qu'il sert juste à un projet idéologique et juste faire planer une menace.
globalement donc sur la présidente que s'il y a le moindre truc qu'il pourrait considérer comme un vice de forme, un vice de procédure, il y aura un pourvoi en cassation. En fait, on se retrouve comme au premier procès où déjà il y avait l'effet d'annonce qui allait avoir appel et maintenant, en fin de compte, il est en train d'annoncer qu'il y aura un pourvoi en cassation de demander en tout cas. Mais il y a quand même un pas qui a été fait de sa part et de la part dans la stratégie de la défense qui est au fond, quand on lit les comptes rendus d'audience, et vous en savez mieux que tout vu que vous êtes évidemment à l'intérieur de la salle pendant les audiences, mais on a le sentiment que là c'est presque le procès de votre frère qui se joue en réalité depuis quelques jours. Oui, il tente entre guillemets de refaire ce qu'a pu faire à M. Abdelhakim Sifrioui, donc son client en 2020, qui faisait déjà le procès de mon frère, mais cette fois en 2026. C'est quelque part, il faut bien comprendre quand même, il défend un client. Donc ce qu'il est en train de plaider, globalement, son client, c'est lui qui l'a demandé ou c'est lui qui est d'accord. Donc il fait juste avancer une idée que M. Sifrioui avait avancée en 2020, que les profs pourraient être racistes, islamophobes. Il veut juste essayer que cette idée passe de plus en plus. De renvoyer Samuel Paty presque à la responsabilité de sa propre mort ? Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que, on se trompe de procès parce que, au fond, vous disiez, c'est bien l'islamisme qui est en cause et non des caricatures, et ce n'est pas la liberté d'expression, encore moins la laïcité. Oui. Alors moi, ce que je rajouterais à cela, c'est que, pour rappel, M. Sifrioui n'est pas du tout mis en accusation pour dénonciation calomnieuse, mais pour association de malfaiteurs terroristes. Donc là, on est en train de totalement faire dériver le débat vers quelque chose qui n'a pas lieu d'être. À qui est-ce que vous en voulez le plus ? Parce que c'est vrai qu'on sent quand même cette déception, cette colère. Vous évoquez donc cet avocat, maître Francis Villemain. La réaction peut-être aussi de la classe politique, on peut en parler, qui est peut-être pas forcément à la hauteur selon vous. Je ne sais pas, à qui est-ce que vous en voulez le plus aujourd'hui ? Moi, à qui j'en veux le plus, c'est clairement, en petite musique qu'on pouvait entendre, on a bien compris que quand même M. Villemain est en train d'avancer une sorte de mise en garde envers le corps enseignant de attention, si vous faites son cours, si vous mourrez à la suite, vous serez bien quelque part un peu responsable. Donc c'est ce message-là qui en sous-texte est envoyé, et il est vrai qu'on ne peut pas dire que nos politiques ont pris clairement des positions, se sont avancées, ni même le ministre de l'Éducation nationale qui, sur les quelques médias où il s'est exprimé, intervenait avec une très très grande prudence. Le pas de vague, en fait, est toujours là, simplement on le regarde 5 minutes, on le comprend, alors qu'il aurait dû se positionner rapidement. Et vous, votre combat, évidemment, c'est de faire en sorte que votre frère n'ait pas été assassiné pour rien, si c'est ce qu'on peut souhaiter malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a quelques années plutôt, lorsque Dominique Bernard avait été assassiné, vous aviez dit cette chose, vous aviez dit si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait encore là. Est-ce que ces propos, vous les réitérez aujourd'hui ? Oui, je les réitère. On voit bien qu'à l'heure actuelle, les menaces, agressions envers le corps enseignant sont omniprésentes. Je suis désolée, mais je vais vous faire une Samuel Paty, c'est quand même devenu dans le langage commun des élèves. Faut quand même comprendre que mon nom est quand même devenu une menace de mort. C'est quelque chose qui est un petit peu lourd à porter. Et oui. Alors, le seul truc que je pourrais dire après Samuel Paty, c'est que moi, personnellement, j'ai vu des enseignants se dresser. Et ils en ont parlé dans la presse, ou des principales d'éducation qui sont là. Ils sont présents et qui surtout veulent continuer à rendre honneur à mon frère. Et justement, vous avez dit également que sur toutes ces questions de liberté d'expression, sur ces questions de laïcité, vous avez dit il faut réagir, il faut remettre de l'ordre. De quelle manière selon vous ? Parce qu'en fin de compte, à l'heure actuelle, le moindre mot n'est plus interprété en son sens premier, mais il faudrait le prendre au troisième, jusqu'à quasiment des fois totalement inverser la dialectique. Donc ça ne va plus du tout. Mais pour ça, il faut des décisions fermes. Il ne faut pas être, entre guillemets, en train d'être un petit peu quelque part mou du genou sur des prises de décision. Il faut les prendre. Il ne faut pas être, entre guillemets, à toujours essayer de concilier les uns et les autres.
Dans une république, c'est pas possible. Il y a des règles et on doit tous s'y conformer. Autrement, c'est un désordre total. Vous, à titre personnel, ça fait maintenant plusieurs années que vous prenez la parole dans les médias pour défendre la mémoire de votre frère, pour porter également un message. Comment est-ce que vous vivez justement ce procès qui est peut-être une forme d'aboutissement et encore, parce que vous évoquez la possibilité, en tous les cas juridiquement, il est tout à fait possible qu'il y ait ensuite une cassation. Comment est-ce que vous vivez ces jours-ci, ces jours de procès, ces jours d'audience, ces jours également où vous êtes encore une fois aujourd'hui passé à la barre? Je crois que je vais essayer de m'économiser. Parce que ça va être difficilement tenable de rester en audience en permanence avec à chaque personne qui intervient à écouter donc Monsieur Villemain monopoliser le débat et jouer à une sorte de mitraillette de questions quand ça lui plaira. Quel est le plus gros défi, j'allais dire, pour vous face à tout cela? Je crois que c'est de ne pas rentrer dans son jeu. Il veut essayer de créer des incidents, que les parties civiles puissent tellement s'en offusquer qu'ils pourraient s'en servir. Il faut... moi, je pense que de toute façon, nos avocats respectifs qui vont défendre donc, toute sa famille seront plus intelligents que lui et ne tomberont pas dans ce qui est déjà prévisible. Qu'est-ce que vous espérez maintenant de la suite de ce procès? Vous espérez que les peines, les peines prononcées soient plus lourdes que celles qui ont été prononcées en première instance pour ces 4 personnes qui ont fait appel? Écoutez, principalement, moi je demanderais que... j'aimerais. Parce que nos vœux ne sont pas toujours exaucés dans ces cas-là. Mais qu'effectivement, pour ceux qui continuent de faire preuve d'indécence, leur peine soit chargée au-dessus. Parce que je ne vois pas pourquoi on devrait, cette année, leur trouver des circonstances atténuantes, parce qu'ils n'en ont pas. Vous avez parlé cet après-midi, lors de votre audition, du risque d'une clémence mal placée. À quoi est-ce que vous pensez et est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? C'est toujours quelque chose qu'on craint, parce qu'on a toujours des arguments. Et c'est pas manquer d'humanisme, mais il est vrai que je ne vois pas pourquoi, quand il y a la mort d'un homme, on puisse avoir une forme de clémence par rapport à un état de santé, un âge. Rappelons quand même que M. Sifrioui n'a que 66 ans. Ce n'est pas non plus une personne âgée en fin de vie. Donc il peut tout à fait voir sa peine, c'est-à-dire qu'il encourt quand même 30 ans de réclusion. Je ne vois pas pourquoi on la descendrait. Vous, à titre personnel, Michael Paty, et ce sera ma dernière question, qu'est-ce qui fait que vous pourrez enfin, sinon tourner la page, mais en tous les cas passer à autre chose, avancer et réussir à guérir d'une certaine manière, autant que faire se peut, de cette terrible épreuve? Éviter un pourvoi en cassation. Parce que vraiment replonger systématiquement les mêmes arguments, les mêmes propos de la défense, les mêmes attitudes qui peuvent être abjectes, au bout d'un moment, c'est plus entendable en fait. C'est plus possible. Merci Michael Paty, merci d'avoir répondu à nos questions. Continuez évidemment de suivre ce procès de près sur le Figaro TV, puis dans les pages bien évidemment du Figaro.